Buenas tardes, en nombre de la editorial Alfaguara, muchas gracias por estar aquí escuchándonos y gracias a Fundación Telefónica por hacer posible este encuentro con Joel Dicker para hablar de su novela El enigma de la habitación 622 y de literatura dentro del marco de la campaña de la cultura en tu casa. Nos acompaña Carlos Zanón, gran periodista y escritor, cuyo último y aclamado libro es Problemas de Identidad, pero antes de empezar quisiera hacer un poco de historia. Hace 8 años, más o menos por esta misma época, un joven Joel Dicker, más joven aún, envió a su editor Bernard de Fallois un manuscrito de 700 páginas titulado La verdad sobre el caso Harry Quebert. De Fallois lo llamó casi de inmediato. Él había publicado muy discretamente su primera novela, Los últimos días de nuestros padres, pero lo llamó eufórico para decirle, esta novela es extraordinaria y yo anulo mis vacaciones para volver a París y publicarla en tiempo récord. Así fue. En agosto fue publicada La verdad sobre el caso Harry Quebert. Los libreros de París salieron a la calle con un desafío. No es necesario que entre, llévese este libro, si no le gusta le devuelvo su dinero. La noticia corrió con la misma velocidad con la que desaparecían los ejemplares y todos los editores del mundo empezamos a leer este gran thriller con fascinación y a pelearnos por publicarlo. Alfaguara lo publicó en el 2013, fue un éxito rotundo, fue elegido el mejor libro del año por los lectores del país, la mejor novela en traducción por la revista Qué Leer, y a la verdad siguieron El libro de los Baltimore, El relato El tigre, La desaparición de Stephanie Meyer y ahora El enigma de la habitación 622, que ya es un rotundo éxito. La hemos publicado casi simultáneamente con Francia y la crítica es unánimemente elogiosa. De este gran libro vamos a hablar hoy. Gracias, Joel, gracias, Carlos, y empezamos. Sí, pues nada, muchas gracias, María, y gracias, Joel. Para mí es un placer poder hablar contigo, aunque sea de esta manera. Y nada, y quería preguntarte, bueno, ¿cómo has pasado estos días? Por un lado, ¿dónde has estado? Y sé que te sueles escribir cada día. ¿Si ha dificultado esta situación tan rara, ¿no? De estar todo el mundo como encerrado, ¿no? ¿Si ha afectado o te has sentido cómodo? D'abord, bonjour à tous et je suis très heureux de pouvoir vous parler, même si on n'est pas à côté tous, mais c'est pour moi, voilà, particulier de me dire que je peux quand même être avec vous, même si je suis en Suisse, vous êtes en Espagne, mais je crois que c'est important de montrer que malgré ce qui peut se passer, et on va en parler ensemble, mais malgré ce qui peut se passer, la culture est ce qui nous lie. Et même si on ne peut pas être ensemble physiquement, la culture a ce pouvoir de fédérer, de mettre les gens ensemble et de faire par tous les moyens possibles des réunifications. Et je suis très heureux, voilà, que ça puisse avoir lieu. J'ai passé des semaines particulières, d'abord parce que j'étais inquiet pour la société, le monde dans lequel on vit, parce que les gens ont été dans une situation très difficile. Les commerçants qui n'ont pas pu ouvrir, les gens qui étaient enfermés dans des petits appartements, avec, en tout cas en Suisse, mais je crois que c'était pareil partout en Europe, beaucoup d'augmentation de la violence des maris violents envers leurs femmes, de la violence sur les enfants, parce que cette vie de confinement a créé beaucoup de tensions dans les foyers. Et donc ça a été une période, en tout cas pour moi, même si j'ai pas souffert directement ni physiquement ni autrement de ce confinement, ça a été une période difficile de me rendre compte à quel point la société dans laquelle on vit est une société très fragile, qui vacille très facilement, qui, au bout de 8 semaines de difficultés, 8 semaines c'est long et en même temps c'est pas très long quand on se rend compte de la longueur de vie de l'humanité. En 8 semaines, tout s'effondre. Et je crois et je suis un peu inquiet des mois qui vont encore venir et qui sont des mois qui vont être très difficiles pour les commerçants, pour ceux qui vont devoir absorber ce choc. Pour moi, d'un côté plus anecdotique, mais c'était important pour moi, avant de raconter mon côté à moi, de raconter aussi ce qui m'a inquiété et ce qui m'inquiète pour les gens. D'un côté plus anecdotique et plus drôle presque, ce confinement n'a pas été simple parce que
mon roman devait paraître en France le 25 mars, c'est-à-dire quelques jours avant que toute la France soit mise à l'arrêt. Et en général, je peux corriger mon livre, changer des choses dans mon livre jusqu'au jour où il part à l'imprimerie. Et le livre a besoin de 3 semaines pour être imprimé et puis encore d'une semaine pour être mis sur le marché. Donc en général, j'ai un mois entre le moment où je mets le point final et le moment où mon livre paraît. Et donc c'est un mois en général pendant lequel je pars en vacances, je fais quelque chose d'autre, j'essaie de pas penser trop à ça. Parce qu'évidemment, c'est un mois où je suis stressé parce que je pense à ce que j'aurais pu faire d'autre. Je me dis, mais j'aurais pu ajouter encore ça, j'aurais pu ajouter ce personnage ici, est-ce que j'aurais peut-être pas dû ajouter une scène là? Et du coup, le confinement a été très difficile pour moi parce que j'ai passé 2 mois en plus du mois, j'ai passé 3 mois en tout à réfléchir à mon livre qui n'a pas pu paraître, qui n'est paru que le 27 mai. Donc pendant 2 mois, j'ai pas arrêté de me dire est-ce que j'aurais dû ajouter ça, est-ce que j'aurais dû enlever ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc., etc. Donc ça a été 2 mois de stress par rapport à la parution. Et je suis très content qu'il soit paru enfin parce que ça me permet de penser à quelque chose d'autre. Sí, cuando María explicaba un poco cómo, bueno, este cuento de hadas, ¿no? Que es un poco la publicación de un libro, creo que eso nos gusta mucho a los que nos gustan los libros porque hay muchos casos de manuscritos que al principio no tienen buena suerte, luego sí, gente que cree en ellos. Y con esto de un poco de estar aislados, yo creo que es importante la gente que no conoces con la que te tropiezas, ¿no? Y que hace, de cierta manera, participan de tu propio destino, ¿no? Este libro, y luego hablaremos más adelante, está dedicado a tu editor, a una persona muy importante en tu vida, que es de estas personas que te tropiezas en la vida, ¿no? Y creo que tus novelas siempre hablan mucho de la importancia de los extraños y del azar. Oui, c'est vrai, c'est un roman sur les rencontres, au fond, parce que je parle effectivement de mon éditeur, de Fallois, qui était un homme absolument extraordinaire. Je l'ai rencontré en 2011. Il avait 87 ans, j'en avais 26, et on a d'abord eu le choc de la différence de nos âges. Il avait 60 ans de plus que moi, et je pense que j'avais l'impression que c'était quelqu'un de l'ancienne génération qui ne me comprendrait pas, et lui a dû se dire que j'étais quelqu'un de la nouvelle génération qui ne le comprendrait pas lui. Et on s'est retrouvé en fait dans une forme de rêverie autour du pouvoir de la littérature. Quand Bernard de Fallois me rencontre, on fait paraître ensemble mon premier roman, Les derniers jours de nos pères. Ce roman paraît en janvier 2012 et on en vend en France peut-être 200, dont ma famille a dû en acheter 195. Et donc, c'est pas un succès du tout. Et moi, pour moi, c'était mon 5e roman. C'était le 5e roman que j'écrivais, le premier qui paraît. Et puis, quand on en vend 200, c'est-à-dire quand c'est pas un succès, eh ben, en tout cas, moi, je me suis dit, bon, peut-être que je suis pas fait pour ce métier et que peut-être qu'il vaut mieux que j'arrête et je suis pas sûr que ce soit vraiment là que ma vie aura du sens. Et je crois que c'était pas une question de succès, c'était pas une question de vente, c'était pas une question de vendre des livres, c'était une question de rencontrer des gens qui vous font vous sentir un écrivain. Les gens qui ont lu mon premier roman, au début, ben, ils ont pas dit grand-chose sur mon livre et ils m'ont pas permis de me sentir plus un écrivain que ce que je me sentais avant. Donc je me suis dit peut-être que je ne suis pas vraiment un écrivain. Et puis il se trouve que j'avais fini le manuscrit du roman suivant qui s'appelait La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Bernard de Fallois le lit et il me dit immédiatement il faut le faire paraître tout de suite, là maintenant, il faut le faire paraître tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et je lui dis vous êtes fou, qu'est-ce que vous voulez faire de ce roman tout de suite? On vient de faire paraître un livre, il faut attendre. Et il me dit quand il y a un livre comme ça, on ne doit pas attendre. Et il me dit on va le faire paraître au mois de septembre. Et vous allez voir, ça va avoir un succès immense. Et je lui ai dit, mais comment vous voulez que ce soit un succès immense? Enfin, qu'est-ce que c'est un succès? Il me dit, le succès, c'est pas de savoir combien on en vend ou c'est pas de savoir si la critique va aimer ou pas. Le succès, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet.
Et cette définition du succès, elle nous a guidés, Bernard et moi, pendant 6 ans ensuite, jusqu'à sa mort. Cette définition du succès, elle est devenue pour moi la définition la plus importante dans mon travail. Et aujourd'hui, c'est toujours comme ça que je travaille. Et je vous raconte tout ça pour vous dire que ce livre-là est un livre qui rend hommage à Bernard, mais qui raconte aussi un peu comment j'écris et qui rend hommage à cette définition du plaisir et qui est que pour moi, le succès d'un roman, je ne peux pas savoir si le roman va avoir du succès de vente ou du succès critique ou pas. Je viens de vivre avec le coronavirus un livre en France qui était prêt à être envoyé chez les libraires et tout s'arrête, qui n'est pas de ma faute, pas de la faute de l'éditeur, de la faute de personne, mais ça, tout peut arriver. Et au fond, il faut et il faut se concentrer sur ce sur quoi on peut avoir un impact. Et ce sur quoi on peut avoir un impact, c'est le plaisir qu'on a à faire un livre, à écrire un livre, à éditer un livre. Et c'est en ça que c'est pour moi un livre très important parce que par le plaisir que j'ai eu à l'écrire et par la façon avec laquelle je l'ai écrit, je suis resté dans cette dimension de plaisir. María. Sí, bueno, yo quería continuar justamente con Bernard de Fallois, que murió en enero del 2018 y en ese momento, durante el funeral, usted leyó un texto memorable y allí probablemente empezó a escribir esta novela que yo tuve el privilegio de ver evolucionar y cambiar, que en un momento iba a contar esta historia de cómo se conocieron y que se iba a llamar Bernard y yo o Bernard y Joël, y que finalmente se convirtió en este gran thriller que es El enigma de la habitación 622. Yo quería preguntarle por qué finalmente decidió hacer este gran thriller. C'est vrai que le plaisir que j'ai, qui est de travailler sans plan, et donc qui est de découvrir le roman au fur et à mesure que je l'écris, va aussi avec une forme de difficulté, qui est la difficulté à un moment donné de faire un choix et de décider au fond de ce que ce livre va être. Et je pense qu'une partie de mon plaisir, c'est justement de ne pas avoir à faire un choix, de pouvoir écrire un livre dans lequel je mélange absolument tous les genres et tous les styles, et je mets tout ce que j'ai envie sans me poser de questions. Mais à un moment donné, je dois me poser des questions. C'est-à-dire qu'au moment où je vais partager ce livre avec des lecteurs, je dois quand même me poser la question de la cohérence. Un peu comme si vous faites un dîner pour des amis et que vous avez tout le temps devant vous et que vous cuisinez pendant une journée entière à faire un peu de ci, un peu de ça, et puis une salade, et puis un gâteau, et puis encore ça, et encore ça, et encore ça. Et finalement, vous vous retrouvez face à une table où il y a trop. D'une table généreuse où vous vouliez être sûr que tout le monde aurait un plaisir à trouver ce qu'il aime. Vous avez fait une table où il y a trop et ça écœure presque. Et donc, à un moment donné, je suis obligé de me rendre compte, et grâce à des lecteurs, en faisant lire un peu le texte, de me rendre compte de ce qui est en trop, de me rendre compte de ce qui peut perdre, de rendre compte de qu'est-ce qui fait la force du livre et qu'est-ce qui fait les points moins forts du livre et qui peuvent perdre mon lecteur. Et à ce moment-là, je coupe, je vais enlever. Et c'est vrai que ce livre était avant ça, avant la version finale, à la fois un roman policier et en même temps aussi à la fois toute une réflexion sur l'écriture. Et il y avait trop. Et du coup, pour arriver à faire le choix de ce que j'allais garder, est-ce que j'allais garder plutôt le côté roman policier ou le côté sur l'écriture, j'ai dû me poser la question de ce que je voulais faire à la base. Vous savez, c'est ce qu'on fait en droit. Et j'ai fait du droit, en tout cas en Suisse. Quand on doit analyser l'application d'une loi et que la situation n'est pas claire, on se dit qu'est-ce que le législateur, qu'est-ce que celui qui a fait cette loi avait en tête au moment de commencer cette loi. Et je me suis posé la même question pour mon livre. Je me suis dit, qu'est-ce que j'avais en tête? Quelle était mon inspiration, mon élément, le moteur que j'avais quand j'ai commencé à écrire ce livre? Et la réponse, c'est que j'ai commencé ce livre quand je lisais pour la première fois de ma vie du Conan Doyle et du Agatha Christie que je n'avais jamais lu de ma vie. J'avais lu Le Crime de l'Orient Express, mais il y a des années, j'étais encore enfant. Et j'avais plus rien lu depuis. Et Agatha Christie et Conan Doyle sont des
des écrivains absolument extraordinaires par l'ambiance, je trouve, qu'ils créent. J'ai été absolument émerveillé par ce que j'ai lu, pas tant au niveau de l'intrigue et du meurtre et de la résolution du crime, qui peut-être ça a un peu vieilli et ne m'a pas émerveillé dans le côté policier, mais j'ai été émerveillé par cette atmosphère qui s'installe, cette ambiance, ces maisons, ces endroits. Quand on est dans les Conan Doyle, qu'on est à Baker Street et qu'il y a du brouillard et qu'il y a une silhouette qui approche et qui toque à la porte, Sherlock Holmes ouvre et il inspecte son interlocuteur et il voit tout de suite un détail, un billet de train qui sort de la poche, la façon de faire ses lacets, quelque chose que personne n'a vu sauf lui. Et je trouve que toute l'ambiance est extraordinaire. Et donc, tout ça pour vous dire que, en y réfléchissant, quand j'ai dû couper dans ce livre et faire des choix, je me suis dit, mais en fait, ce roman-là, pour moi, qu'est-ce qu'il est? Il est un roman sur les ambiances, il est sur les atmosphères, et il est aussi un roman dans le prolongement de ce que j'ai aimé, modestement évidemment, hein, mais dans le prolongement de ce que j'ai aimé chez Sherlock Holmes, chez Conan Doyle, chez Agatha Christie aussi, et c'est comme ça que j'ai gardé cette veine plus policière, presque un peu comme un Cluedo dans le bon sens du mot. Sí, la sensación a veces que tenías era que el concepto del asesinato era como la excusa para estar en ese mundo, ¿no? Yo creo que es un homenaje muy clásico, ¿no? El típico detective que está de vacaciones y resulta que tiene que resolver un caso, pero sí que es verdad que estaba más la sensación de que tú querías trasladarte a vivir en ese mundo y en el fondo llega un momento que tampoco era tan importante quién había hecho quién, sino trabajar con esos personajes, ¿no? ¿Siempre has trabajado así o en otras novelas has tenido más un mapa, una especie de escaleta y en esta has sido un poco más por libre donde te llevara un poco las preguntas y las respuestas? Non, mais je crois que, en tout cas, la façon dont je me perçois moi quand j'écris est peut-être très différente de la façon dont on me perçoit quand on me lit. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un succès très jeune, dès mon deuxième livre, un succès qui a eu un retentissement aussi dans le monde entier, donc quelque chose de très large et qui fait qu'on me perçoit comme un prodige, un auteur à succès. Enfin, il y a toujours des mots très ambitieux pour moi qui, quand au fond je me contemple moi-même à ma table quand j'écris, je ne suis qu'un jeune auteur. C'est-à-dire que L'énigme de la chambre 622, c'est seulement mon cinquième livre. J'ai 34 ans. 5 livres, c'est pas beaucoup, c'est pas encore une œuvre. Et je vous dis ça parce qu'en fait, moi, je suis vraiment encore dans ma sensation, je suis vraiment dans l'apprentissage. Je suis encore dans une écriture de roman peut-être un peu, un peu classique parce que c'est de cette lecture-là que je viens et que j'ai pas complètement fini cet apprentissage et qu'au fond, je passe mon temps à dire au lecteur, patience, j'ai pas terminé. Il faut d'abord que je finisse mes gammes, il faut d'abord que je finisse tout ce projet qui a commencé avec déjà pas mal de romans qui ont été refusés par les éditeurs et qui est un projet pour arriver peu à peu à avoir compris à peu près comment on écrit, comment ça marche, quel est le savoir-faire. Parce que l'écriture a de ça de très particulier que pour être un écrivain, il n'y a pas vraiment de formation. Si vous voulez être peintre, vous pouvez aller aux Beaux-Arts, on va vous apprendre la perspective, on va vous apprendre les techniques de peinture. Ça ne veut pas dire que vous serez un grand peintre, mais il y a un cursus, une formation. Si vous voulez être musicien, pianiste ou autre, vous pouvez faire le conservatoire, on va vous apprendre à faire de la musique, on va vous apprendre à jouer. Ça ne veut pas dire que vous serez un grand pianiste, on n'en sait rien, mais ça veut dire qu'on vous apprend comment faire. Et écrivain, c'est particulier, et vous le savez parce que on doit découvrir un peu seul. Et donc, je suis encore dans cette phase où je suis en train de comprendre enfin ce que je fais, où je m'accroche aussi à cette conviction que je dois aller au bout de cet apprentissage pour ensuite pouvoir passer à une nouvelle étape, qui sera une nouvelle étape de ma vie aussi, parce que évidemment que quand on commence à écrire et à être lu et qu'on a 25 ou 26 ans, on est encore très jeune. Ce que je veux dire, c'est que dans l'expérience de la vie, dans ce qu'on peut partager avec un lectorat,
on est encore dans une forme de jeunesse qui est presque un fardeau, parce qu'elle nous empêche d'aller un peu plus loin. Et donc, heureusement, le temps passe, et heureusement, maintenant, 10 ans presque ont passé, et ce sont 10 années qui sont importantes, en tout cas pour moi, parce que entre l'âge de 25 et 35 ans, on grandit dans son rapport à la vie, on devient un adulte à part entière, hein, c'est-à-dire que on entre de plein pied dans la vie. Je suis devenu père il y a 1 an, qui est aussi une étape très importante dans la vie, parce que qu'on devienne père à 25 ans ou à 45 ans, c'est pas le problème de l'âge, mais c'est cette perspective de la vie qui change, ce sentiment de la vie, ce sens de la vie qui change aussi. Et j'ai l'impression qu'il me reste enfin plus que un, peut-être 2 livres à écrire pour pouvoir enfin commencer la nouvelle étape, une nouvelle partie de mon œuvre qui là sera très différente à mon avis et qui peut-être que je l'aborderai de façon différente, avec un plan, avec quelque chose voilà, de plus construit. C'est possible. Sí. Usted, Hay una... perdón. No, yo quería preguntarte, el hecho, estamos hablando de un autor leído en todo el mundo, que ha sido traducido a 42 países, de más de 9 millones de lectores. El Joel Dicker, que podía bajar a la calle y podía llevar una vida anónima y fijarse de cómo es la vida sin que le mirasen a él, a tu vida actualmente, ¿tienes miedo de que pueda afectar a tu literatura? Es decir, que la gente no se te abra tanto, no tengas esa posibilidad de mirar sin que te miren. ¿Tienes miedo que eso pueda afectar a tu literatura? Non, aujourd'hui, j'ai pas tellement peur de ça, parce qu'en tout cas, tel que je vis mon écriture, je me rends bien compte que je suis pas du tout obsédé par le succès. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas écrit ni La disparition de Stephanie Meller, ni Le Leading de la chambre 622 si mon objectif était de faire un livre qui marche. C'est forcément un livre ou des livres où il y a trop de personnages, qui vont un peu trop loin, qui sont peut-être un peu trop longs, qui ont toutes sortes de critères, qui sont plutôt des critères, je dirais, rédhibitoires. Mais c'est les livres que j'ai envie de faire. C'est les livres que j'ai envie d'écrire. C'est ça que j'ai envie de faire maintenant. Et donc, je suis très heureux et très soulagé de me rendre compte que le succès est quelque chose qui est évidemment pour moi très plaisant parce que je suis très heureux d'être lu, mais au fond, la perception du succès, elle vient bien après. Je commence seulement maintenant à me rendre compte du succès de Harry Kéber, parce qu'aujourd'hui, quand je vois des gens de 26 ou 27 ans, qui est l'âge que j'avais au moment de la parution du livre, c'est que maintenant que je me dis, mais en fait, j'étais vraiment jeune. Et ça me frappe que depuis quelques mois. Et donc moi, je suis encore avec 8 ans de retard, si tu veux, dans ma perception de tout ça. Et donc il n'y a pas du tout un sentiment de succès ou une sensation de succès qui pourrait me dire, mais il faut que j'écrive ci ou ça. Je reste dans une forme de liberté et je crois que justement, tu parles du fait que ce soit lu dans beaucoup de pays du monde. Et ça, c'est au contraire, je trouve, ou plutôt un avantage contre le succès. Ce que je veux dire, c'est que chaque pays dans lequel je vais quand je parle de mon livre a une perception qui est différente. Des gens ont aimé un côté du livre et moins ce côté-là, et puis dans le pays suivant, c'est l'inverse, et puis dans encore le pays suivant, c'est différent. Et ça me plaît énormément parce que justement, ça fait que c'est pas un succès global lié à un point précis, c'est que c'est un succès de littérature. Et la littérature a ce côté extraordinaire, en général, alors là je ne parle pas de moi, mais je dis pour tout, qu'elle est quelque chose dans lequel chacun se retrouve, lui. Ce que je veux dire, c'est que quand on lit un roman, le lecteur est en position de force. Tu peux écrire un livre dans lequel tu vas décrire pendant 10 pages un personnage et pendant 10 pages entières, tu vas raconter comment ce personnage est physiquement, tu vas raconter ses cheveux, sa peau, ses yeux, ses sourcils, sa bouche, ses dents, sa façon de marcher, ses habits, absolument tout. Eh ben, si le lecteur, quand il lit ces pages, il décide d'imaginer ce personnage différemment, c'est le lecteur qui gagne. Et ça, pour moi, c'est la grande force de la littérature,
par rapport à la série télé, par rapport au cinéma, c'est que la littérature, un succès de littérature, c'est pas le succès d'un homme ou d'une femme qui a écrit un livre qui marche. Le succès de la littérature, c'est le succès de chaque lecteur et lectrice qui vont lire ce livre, qui soit à Madrid, à Genève, à Buenos Aires, à Tokyo, peu importe, et qui vont se représenter ce livre, qui vont vivre cette expérience du livre. Et du coup, c'est un succès qui n'appartient pas vraiment à l'auteur. L'auteur, il participe un petit peu parce qu'il donne les outils, il a écrit le livre, donc il a un petit rôle, mais le vrai responsable du succès d'un livre, le vrai responsable du plaisir de lecture, c'est celui qui lit, c'est le lecteur. Usted ha dicho en varias ocasiones y ahora mismo que le han rechazado 4 novelas antes de publicar la primera. Y pocos escritores reconocen la influencia benéfica del rechazo de un editor. Patricia Highsmith es una de ellos, y usted mismo ha dicho en la Facultad de Letras de Ginebra que una editora lo llamó para rechazarle su libro y que le dijo: usted tiene mucho talento, pero esta novela es aburrida porque es lineal. Yo le aconsejo que rompa la cronología. Creo que este consejo lo ha marcado mucho. ¿De qué modo? Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites. D'abord, le retour de l'éditeur est un moment très important pour un auteur, parce que vous soyez un auteur qui a déjà écrit des romans ou qui n'a pas écrit de romans ou qui a déjà été lu par d'autres lecteurs ou pas, vous êtes comme un petit enfant qui a fait un bricolage et qui attend de savoir si on comprend ce que c'est ou pas. Et je crois que la déception d'un auteur dont le manuscrit n'est pas compris par un éditeur, elle est aussi grande que la déception d'un enfant qui a dessiné un koala et on lui dit mais c'est un singe. Cette incompréhension. Cette incompréhension de dire ben non. Et donc effectivement, il faut faire attention aux auteurs qui sont des gens pas toujours simples et qui ont une sensibilité peut-être plus forte. Et j'ai eu ce coup de fil dont vous parlez d'une éditrice en France qui m'appelle. C'était pour les derniers jours de nos pères. Et elle me téléphone et je réponds. Et elle se présente. Alors évidemment, j'ai le cœur qui bat en me disant ils vont faire paraître mon livre. Et elle commence tout de suite en disant je ne publierai pas votre livre. Alors là, je suis déçu, évidemment. Et elle me dit mais je voulais vous dire que c'est un bon roman et que vous devriez écrire quelque chose qui ne soit pas dans l'ordre chronologique. Et je raccroche et je réfléchis à ça et j'ai consigné la plupart des remarques que j'ai reçues des éditeurs, des lecteurs ou autres. En principe, je les garde parce que je me dis que c'est toujours un bon conseil. J'en ferai quelque chose ou pas, mais c'est toujours bon de garder quelque part les remarques que vous avez parce qu'à un moment donné ou à un autre, elles peuvent tout d'un coup avoir une résonance. Et c'est peu après cet appel que j'ai décidé d'écrire un livre dans lequel il y aurait une chronologie complètement à l'envers. Et ce livre, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kebert, parce que justement, j'avais envie d'avoir une chronologie qui ne réponde à rien d'autre que mon envie de raconter une période et puis une autre avec des allers-retours dans le temps. Sí. En muchas de tus novelas, Joel, juegas con la idea de dos escritores. Lo hiciste en La verdad sobre el caso Harry Kebert y lo vuelves a hacer aquí. Y en este caso, incluso uno de los escritores es Joel Dicker. ¿Por qué te gusta este juego de espejos entre dos escritores y que te da la excusa también para hablar de literatura, de cómo escribir, de lo importante que es el ansia de querer escribir? Mais je pense que c'est alors il y a évidemment un jeu sur ces personnages qui sont des auteurs et qui parlent de littérature, et c'est un jeu qui me permet de parler de littérature. Mais en même temps, je crois que ça révèle le questionnement que je me pose en ce moment, que je me pose depuis quelques années et qu'on retrouve dans ces livres sur l'écriture. Comme je disais avant, qu'est-ce qu'un écrivain? Qu'est-ce qui fait qu'on est un écrivain? Est-ce que celui qui écrit sans avoir envie de faire paraître son texte, est-ce qu'il est moins un écrivain?
que celui qui écrit un livre dans le but que son livre soit paru, soit lu par beaucoup de monde. Je crois que le sentiment que l'identité de l'écrivain, elle appartient à quiconque se sent un écrivain. Et je pense que c'est pour ça que je parlais avant d'une façon où je sens que j'arrive à un tournant dans mon travail et qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir ensuite, parce que j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, je suis arrivé au bout de la recherche de cette identité d'écrivain qui m'a questionné évidemment, parce que quand tu écris un livre à 26 ans et que ce livre tout d'un coup a un succès immense, tu te dis un peu mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est le livre, est-ce que c'est la chance, est-ce que c'est de Fallois, est-ce que c'est moi, enfin tu essayes de comprendre un peu, tu essayes de mettre une explication claire et rationnelle, mais au fond cette explication claire et rationnelle, elle est uniquement aussi, ou elle est surtout liée à l'identité, à la perception que j'ai de moi, que j'ai de mon travail. Et c'est pour ça que je crois que ce sujet est beaucoup revenu pendant ces derniers romans et que j'ai le sentiment maintenant d'avoir fait le tour de ça et que je vais bientôt pouvoir passer à quelque chose d'autre. Sí. Es verdad, he leído alguna declaración tuya que es verdad que no te sientes muy cómodo que te encorseten en un estilo, porque en tus novelas hay muchos estilos. ¿Tú crees que es el autor el que elige el género o es el género el que te elige a un autor? Non, je crois que l'auteur, il fait ses courses comme au marché. Et l'auteur, il a envie tout d'un coup de raconter une histoire comme ci, puis d'y ajouter un peu ça. De la même façon que quand tu fais tes courses, tu peux avoir envie de choses très différentes et que tu verras ce que tu en fais après. Mais je crois que le genre, la question du genre se pose après. Le lecteur va se poser cette question du genre, hein. Le libraire ou le journaliste va se poser la question du genre parce que il doit comprendre exactement à quoi ça correspond. L'auteur, pour moi, il fait absolument ce qu'il a envie, sans se poser de questions de limitation, de barrières, de ce qu'il peut, de ce qu'il peut pas, de si ça appartient à un tel genre ou à un autre. Il est vraiment libre d'écrire l'histoire qu'il a envie de faire, d'y mettre les personnages, la narration qu'il a envie, de s'affranchir de toutes les règles possibles et imaginables qui font qu'on est dans un genre ou plutôt dans un autre. Et puis cette question-là, elle vient après. Elle vient surtout, je crois, dans la lecture, parce que quand un lecteur lit un livre, il a besoin de l'expliquer, il a besoin de l'identifier, ne serait-ce que pour la bibliothèque de son esprit à lui, de se dire bah, c'est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Et, et donc c'est plutôt quelque chose qui, pour moi, vient du lecteur. El Joel Dicker protagonista de su novela, ese Joel Dicker que no es el mismo que conversa ahora con nosotros porque, entre otras cosas, fuma sin parar, le dice a Scarlett, la coprotagonista, que de ningún modo que su próxima novela no será una novelucha policíaca. ¿Por qué cree que algunos escritores tienden a considerar el género policíaco un género menor, a pesar de haber tenido autores como Chandler o Simenon y grandes admiradores como Borges? Mais c'est vrai qu'il y a une forme de snobisme autour de la littérature, du genre de la littérature, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, le rapport à la popularité aussi, hein, qui est quelque chose de très marqué. Et le roman policier parfois passe pour être une lecture trop facile, et à tort, parce que je trouve plutôt difficile, là je parle pas pour moi, mais je dis, quand je lis un roman un peu policier, justement, je suis émerveillé par la capacité qu'un auteur peut avoir de nous entraîner dans une enquête, dans une intrigue, de nous pousser à avoir envie de savoir, de nous mettre dans un univers, dans une atmosphère. C'est quelque chose d'assez incroyable que le roman policier arrive bien à faire. Et je suis surpris que
au lieu que la critique ou que les lecteurs puissent se dire, waouh, c'est quel moment incroyable, j'ai été happé, préfèrent se poser les questions et se dire, mais est-ce que vraiment, c'est une littérature aussi importante que ce qui serait plus exigeant à la compréhension? Mais pour moi, plus c'est facile à comprendre et plus c'est difficile à écrire, hein. Et les textes les plus faciles à comprendre et qui parlent à tous sont pour moi des textes très difficiles à faire. Et je pense par exemple à des livres pour enfants. Je pense à des livres comme ceux que j'ai aimés enfant, les livres de Roald Dahl, qui sont des livres pour moi très exigeants parce que vous pouvez être un enfant, un parent, un grand-parent. Si vous lisez ce livre, vous êtes émerveillé. Et ça, pour moi, c'est la grande qualité de la littérature. C'est arriver à fédérer, justement. C'est arriver à mettre ensemble, à donner du plaisir ensemble à des gens qui ne sont pas du même âge, pas du même milieu, pas des mêmes goûts, qui ont peut-être pour certains rien à faire ensemble ou qui ne se côtoieraient pas et qui tout d'un coup se retrouvent dans le plaisir de lire. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est justement être dans une librairie et voir que dans une librairie, quand s'il y a des lecteurs qui viennent pour me rencontrer, de voir des gens qui n'ont aucun lien ou aucun point commun, si ce n'est le plaisir de lire. Mon livre ou d'autres, hein, mais c'est vraiment ce plaisir de lire, cette force de la littérature. Sí, hay un aspecto que creo que conectas muy bien con la gente joven. En una ocasión, hablando de un grupo de música, dijeron que no había vendido muchos discos, pero todo el mundo que se había comprado un disco de ese grupo había montado su propia banda, ¿no? Yo creo que tú vendes muchos libros, pero además generas mucha literatura. Es decir, conectas muy bien con la gente joven, gente que le gusta escribir, que sigue queriendo leer, pero también esa especie de ganas. Creo que hay algo muy puro en esa manera de que tú afrontas la literatura. Y creo que también tiene que ver con, utilizas mucho la primera persona como si tú estuvieras explicando la historia a una persona, uno a uno. Tratas a los lectores de manera muy individual. ¿Cómo lo haces? Merci, ça me touche vraiment énormément, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de conscient ou si c'est cette certitude, mais un peu inconsciente que j'ai, que la littérature est et sera, si on le veut bien, le ciment de notre monde. Surtout notre monde aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a beaucoup de différences, où les gens ont facilement envie de montrer des différences, où on n'est pas du même avis, pas du même goût, pas des mêmes buts dans la vie, où il y a beaucoup aussi de fossés entre les gens. Et je trouve que dans ce moment-là, plus je trouve que le monde est en difficulté, plus je suis convaincu de la place de la littérature, que la littérature est le seul vrai ciment de la société qui peut lier les gens ensemble. Et la littérature, elle est aussi, elle a de stades absolument incroyables qu'elle est pour le lecteur, elle est un voyage à l'intérieur de lui. Parce que, comme je disais avant, c'est le lecteur qui est en position de force dans un roman. C'est pas l'auteur, c'est le lecteur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important de redonner un élan à la littérature et notamment en mettant la littérature sur le devant de la scène. Aujourd'hui, on a encore l'impression un peu que la littérature, c'est poussiéreux, c'est ancien, que les grands auteurs sont tous morts, que c'est quelque chose d'avant ou de l'école. Et la littérature s'est fait dépasser sur ce terrain-là par le cinéma, par la série télé, par les téléphones où les gens sont tout le temps sur leur téléphone, par Instagram et Facebook et tout ça. Et aujourd'hui, au fond, ce que les gens veulent, on entend souvent des gens qui veulent se montrer, faire des photos. Nos modèles aujourd'hui, c'est les acteurs de télé-réalité. Il y a 20 ans, c'était les scientifiques, les pilotes de ligne. Donc je crois qu'il n'est pas trop tard évidemment, mais je crois que c'est très important de mettre la littérature en avant et de montrer que la littérature, elle est à la mode, elle est importante, elle est chouette, elle est plaisante
Et je crois aussi que tout le monde aime lire, mais que tout le monde ne le sait pas encore. Et il y a ce rapport au livre, hein, qui est un rapport à soi, qui est aussi un moyen de se connaître, un moyen de connaître l'autre. Et je crois que la prochaine étape pour la littérature, c'est de rappeler aux gens que le fait de lire est quelque chose qui doit se pratiquer à n'importe quel moment, comme un SMS ou un email ou n'importe quoi d'autre. Ce que je veux dire, c'est que lire, ça ne veut pas dire qu'on doit bloquer une soirée chaque semaine et que de se dire que le mardi, je vais m'asseoir dans mon fauteuil et je vais lire. C'est pas ça. Lire, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un livre dans son sac, dans sa poche, avec soi. Et quand on est dans le métro, quand on est dans le bus, quand on est au café, quand on est chez le médecin et qu'on attend, quand on est à un rendez-vous avec des amis et qui ne sont pas encore là et qu'on les attend, d'avoir ce livre sous la main et de lire 10 minutes là, de lire 15 minutes là, de la même façon que quand on est en retard ou quand on arrive quelque part et qu'on a un peu de temps, en général, on se dit, bon, je vais prendre les 10 minutes que j'ai pour répondre à mes emails. Donc, on a cette capacité à utiliser ce temps pour faire quelque chose. Et encore plus avec les téléphones, où aujourd'hui, on peut faire absolument tout et n'importe quoi sur le téléphone, et on peut utiliser les moments creux, les moments vides, pour aller sur Internet, lire le journal ou faire des emails. Eh bien, si on utilise ne serait-ce que la moitié de ce temps-là pour lire 10 minutes ici, 10 minutes là, vous verrez que les gens lisent beaucoup. Parce que 10 minutes par-ci, par-là, multiplié par 5 jours par semaine, ça fait des heures. Et que ceux qui essayent ça, que ceux qui fassent ce défi de lecture pendant 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, c'est rien, verront qu'en 2 semaines, ils auront lu plusieurs livres parce que ça va vite. Et ils se rendront compte que ce réflexe de lire une fois qu'ils l'ont, c'est tellement passionnant, c'est tellement fort qu'on n'a pas envie de faire autre chose. Et je crois que c'est ça qu'on doit dire aux jeunes et que c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et c'est pour ça que j'aime bien être avec des lecteurs plus jeunes ou avec des lecteurs qui n'aiment pas encore lire, pour leur dire, mais essayez, faites l'essai. Et en général, au bout de 10 jours, de 2 fois 5 jours, les gens lisent. Et quand les gens n'ont pas leur livre avec eux, ils se disent, oh, mon livre, j'ai oublié mon livre. Et ils sentent cette espèce de vide. Hein. Et je crois que c'est notre mission, c'est d'arriver à remettre les gens sur ce chemin de vie qu'est la littérature. El enigma de la habitación 622 sucede en Suiza, que es su país natal donde vive actualmente, pero también en Madrid. Hay escenas en el barrio de Salamanca, en la Puerta del Sol. Usted ha estado muchas veces en España, ha vivido ferias del libro, incluso con Bernard de Fallois un par de ocasiones, San Jordis. Quería preguntarle qué significa para usted España como escritor. Oui, c'est un pays qui est très important pour moi parce que d'abord, c'est un livre sur Bernard de Fallois et Bernard avait habité quelques mois à Madrid. Et je me souviens d'une fois où il était venu à Madrid avec moi et je garde un souvenir très ému de ce moment avec lui. Mais c'est pas que pour ça, c'était aussi pour raconter mon attachement à Madrid, à l'Espagne, à mes lecteurs, à mes éditeurs, parce que cette aventure littéraire, elle a commencé d'abord à Paris et puis ensuite elle a continué très rapidement en Espagne et je garde un sentiment, une tendresse et une affection pour les Espagnols très importante parce que je suis arrivé avec mon petit livre sous le bras et que j'ai été accueilli avec beaucoup de douceur et de gentillesse et j'ai l'impression que les gens que je retrouve quand je vais en Espagne sont des gens que je connais, comme si je les connaissais, comme s'ils me suivaient. Et j'avais envie de mettre dans ce roman des lieux dans lesquels je me sens bien et je me sens bien. Quand je vais à Madrid, à chaque fois, je me sens bien dans cette ville. J'aime cette énergie, j'aime cette ville, j'aime les gens. Vous avez la foire du livre qui est la plus extraordinaire foire du livre du monde, hein, je crois. J'en ai encore jamais vu d'autres qui soient comme ça, en plein air, dans un parc, avec cette excitation du livre assez extraordinaire, qui est quelque chose de particulier. Et je suis déçu et triste, mais ça c'est la vie, hein, on n'en peut rien, de ne pas pouvoir être à Madrid en ce moment même, parce que je devais être à Madrid maintenant pour l'apparition du livre. C'est pas possible, parce que voilà, on sait pourquoi. Mais au fond, cet empêchement,
il me rend un peu triste, évidemment, mais il me permet de me rendre compte à quel point j'aime cette ville et à quel point j'ai envie d'être là avec vous. Sí. Antes has hablado, bueno, con la pasión de la literatura. ¿Te acuerdas de cuando eras niño, cuál fue el primer libro que te voló la cabeza? Es decir, que te apasionó. Siempre hay un libro que crea en ti un hábito de leer y de querer seguir. ¿Te acuerdas de qué libro era ese? Oui, j'ai un souvenir d'un livre enfant qui s'appelait Le dernier loup d'Irlande, d'une dame qui s'appelle Elona Malter. Et je me souviens de ce livre parce que je l'ai lu, je devais avoir 11 ans, 10 ou 11 ans. Et j'étais en train de lire ce livre et ma mère me dit c'est l'heure de se coucher, on éteint, etc. Et je n'avais pas fini, j'étais presque au bout et je voulais absolument savoir ce qui allait se passer. Et donc j'éteins, je me couche, ma mère ferme la porte et évidemment je prends une petite lampe, je me cache sous les draps et je lis. Et c'est déjà cette excitation de vouloir braver une interdiction pour lire, qui n'était pas pour sortir ou jouer avec des amis ou manger des frites ou faire quelque chose comme ça. Lire, ce moment de lecture était si intense, si important, d'avoir besoin de... On pouvait pas attendre, je ne pouvais pas attendre, il fallait savoir, je devais savoir ce qui allait se passer. Et puis le livre finit d'une façon un peu triste et le loup du roman meurt et je me souviens que j'ai pleuré. Et donc, à ce sentiment, à cette passion de lire, s'est ajoutée cette stupéfaction de me dire, un roman, ça peut faire ça aussi. Un roman peut me faire pleurer. Et ça m'a permis de me rendre compte, justement, à quel point un livre est fort et à quel point un livre est quelque chose qui vous touche, vous. Parce que dans un film, dans une série, on a les images, on a la musique, on a un acteur qui va jouer pour vous et qui va être triste, avec une musique triste. Et donc tout ça est un indicateur pour vous dire et qui vous dit sois triste maintenant. Mais dans un livre, ce qui moi va me rendre triste, peut-être que vous ne va pas vous rendre triste, ou ce qui moi va me faire rire, peut-être vous ne va pas vous faire rire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la littérature, contrairement à toutes les autres formes d'art, c'est un rapport à soi-même. Et c'est une manière aussi de se rendre compte de qui on est, de découvrir ce qui nous touche, ce qui ne nous touche pas, ce qui nous fait rire, ce qui ne nous fait pas rire, ce qui nous émeut, ce qui ne nous émeut pas, ce qui nous fait pleurer, ce qui ne nous fait pas pleurer. Et c'est en ça que la littérature, elle est importante. C'est que non seulement l'acte de lire, il est très important pour soi, mais l'acte d'en parler ensuite, de partager, de discuter est très important aussi parce que ça nous permet de nous rendre compte que vous, ça vous a plu, moi, ça m'a pas plu. Vous avez pleuré, j'ai pas pleuré, ou vous avez ri, moi, j'ai pas ri. Et de mettre ça en balance et de se rendre compte qu'on est des gens tous différents. Et ça, cette notion de différence, elle est très importante. Moi, je trouve qu'elle est très importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un des éléments les plus importants de se dire, on est différent, on est comme on a le droit d'avoir ses goûts, d'avoir ce qui nous plaît, etc. Les autres ont leur goût, il faut les respecter. Et au fond, un monde qui fonctionne, c'est un monde dans lequel on peut vivre, mais on doit laisser vivre l'autre aussi tel qu'il est. Sí. O sea, en otras artes no pasa. Haciendo películas o haciendo discos, el que tiene un éxito no se pasa la mitad de la promoción pidiendo disculpas por haber tenido éxito, ¿no? Creo que hay como un prejuicio en la literatura ante los autores que conseguís un éxito y que tenéis muchos lectores. Parece que estés teniendo que dar explicaciones de por qué lo habéis hecho bien y por qué habéis conectado. ¿Cambiar eso sería una manera de cambiar la relación de la littérature? Oui, c'est-à-dire qu'il faut placer le curseur sur le débat, sur le questionnement, sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui est intéressant, ce qui l'est moins. Mais il faut surtout rester dans la diversité. Et c'est vrai, tu as raison de dire que les auteurs, quand il y a un succès, on doit s'excuser, on doit dire ah oui, on doit accepter que on est regardé avec un peu de snobisme par la critique. Mais moi, en tout cas, j'ai fini avec ça. C'est-à-dire que je ne vais plus m'excuser de vendre des livres. Je l'ai fait
le premier livre vient, il y a du succès, on dit ah, excusez-moi, j'ai pas prévu que ça marche aussi bien, pardon. Et puis le deuxième vient, puis on s'excuse encore un peu. Et puis le troisième vient, et puis on s'excuse mais moins. Et puis le quatrième vient, et celui-là. Et je me dis, mais au fond, c'est plus la question du succès ou de savoir si on s'excuse ou pas. C'est la question de se dire, la littérature, elle est importante pour les gens. Et on n'est pas en train de parler du livre, de l'auteur ou du succès. On est en train de parler des lecteurs. Et c'est à ce moment-là où on devrait mettre le curseur, non pas sur une personne, mais sur ces centaines de milliers ou ces millions de personnes qui sont des lecteurs, pas que de mon livre, hein, mais qui sont des lecteurs qui ont envie de lire, qui ont envie de questionner, qui ont envie de... Et ensuite, il y a un débat qui doit avoir lieu parce que c'est intéressant de dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. La critique, elle est importante aussi parce qu'elle donne un avis et elle va dire, bah, moi j'ai aimé ça, moi j'ai pas aimé ça. Et c'est pas de ça dont je parle, hein. Je crois que la critique, elle est importante, elle est encore plus importante aujourd'hui dans les médias parce que on a besoin de faire de la place pour les livres et plus les gens parlent de livres, mieux c'est pour tous les livres. Par contre, ce qui est dommage, et on en est encore un peu aujourd'hui, c'est quand la critique, au lieu de parler du livre, de ce qu'elle a aimé, de ce qu'elle n'a pas aimé, de poser les questions, de lancer le débat, elle se cantonne uniquement à parler de littérature. Est-ce que c'est vraiment de la littérature? Est-ce que c'est vraiment un livre? Vous voyez, on en est encore là. Comme je disais, c'est comme si la série télé disait, mais est-ce que c'est vraiment une série télé? Ou si le cinéma disait, est-ce que c'est vraiment du cinéma? On est en retard, on est très en retard sur une population de gens et surtout de jeunes qui ont envie de bouger, qui ont envie de se poser des questions, qui ont envie de partager et qui sont dans le partage et la discussion beaucoup plus que la contemplation. Bueno, yo creo que con esta invitación a la lectura y a la crítica y al espíritu crítico podemos terminar o más bien solo interrumpir esta conversación que continúa en las novelas de Dicker y en las novelas en general. Cuando fue el éxito de La verdad sobre el caso Harry Quebert, El País Semanal tituló su entrevista El suizo que resucita las librerías. Este fenómeno ha vuelto a producirse hace muy poco con la publicación del Enigma de la habitación 622. Coincidió con la apertura de las librerías y el primer día de la publicación el libro subió al primer puesto de más vendidos y ya va por su segunda edición. Allí en las librerías y en los libros seguiremos entonces encontrándonos. Muchas gracias, Joel Dicker, muchas gracias, Carlos Sanon. Gracias a todos y hasta muy pronto entonces. Gracias. Merci beaucoup, merci à vous et lisez. Merci. Merci.